Salut mes grands avaleurs. Chris, quand même, ça se dit pas ça. Attends, t'as un peu l'esprit mal placé toi. Non, là je parle du poisson des abysses, celui qui est capable de bouffer des poissons bien plus gros que lui. Et ça c'est plutôt balèze puisque nous, si on veut bouffer de l'humain, on est obligé de le couper en petits morceaux. Vous me suivez? Ouais, enfin tu m'excuseras Chris, mais qui a envie de bouffer de l'humain? Par exemple, le charmant monsieur dont on va parler aujourd'hui, quoi. Parce que lui, il adorait ça. Mais attends Chris, pourquoi tu portes un bavoir? Ouais, c'est pas un bavoir, hein, c'est juste que j'ai très chaud. C'est ma stratégie pour rester un peu humide. Enfin après, du coup, charmant, c'est quand même un mot à prendre avec de grandes pincettes. Puisqu'on parle quand même d'un tueur américain connu pour son amour un peu trop prononcé pour les enfants. Vu que, c'est bizarre à dire dans la même phrase, mais il adorait les rôtir au four. Mais c'est terrible! Puisque oui, affectueusement surnommé le vampire de Brooklyn, même The Grey Man ou encore Locke de Wisteria, eh bien ce monsieur qu'on prenait pour un gentil papy avait en fait la particularité de collectionner les perversions comme des cartes Pokémon. 1, 2, 3. En vrac, vous avez le voyeurisme, le sadisme, la scatophilie, le sadomasochisme. Bref, des trucs super glamour qui lui ont rapidement donné le statut de l'un des pires tueurs de tous les temps. Alors prenez une grande inspiration et lâchez tout de suite la bouffe que vous avez à côté de vous, puisqu'on va s'intéresser à l'homme qui a dédié toute sa vie à la souffrance, le célèbre Albert Fish. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je fais un petit appel. Si vous avez déjà vécu vous-même une histoire flippante, quelque chose de vraiment hors du commun, qui vous est déjà arrivé dans votre vie, eh bien on réalise des vidéos sur le sujet aussi, sur la chaîne Conte Fécond. Venez nous dire ça par le petit lien en description. C'est un petit formulaire et après on vous recontacte par téléphone. Et voilà. Bon, j'espère que ce que vous avez vécu est moins flippant que l'histoire de ce monsieur. On est reparti. Bon, si vous vous intéressez un peu à la criminologie, vous savez peut-être qu'il est souvent très compliqué de savoir quel est le déclencheur exact pour qu'un psychotique cède à ses pulsions meurtrières. Et moi, du coup, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, en fait, ce bandana mouillé ne sert strictement à rien du tout. Bon, bref, revenons à nos moutons. Dans le cas d'Albert Fish, sa surexposition à la violence dès son plus jeune âge n'a clairement pas aidé à apaiser ses lubies cheloues. Du genre, il a été tabassé par ses parents? Eh bien non, raté, puisque en réalité, quand son père meurt, Albert a tout juste 5 ans. Et sa maman n'a clairement pas assez de thunes pour s'occuper de ses 4 gamins. Et du coup, elle va envoyer son petit Albert à l'orphelinat Saint-John, pensant qu'on s'occuperait bien de lui. Sauf que à l'époque, on est en 1875 aux États-Unis. On ne peut pas vraiment dire que le droit des enfants soit une priorité dans les établissements du genre. Alors forcément, quand les enfants manquaient de discipline, on n'hésitait pas à en venir aux mains, voire aux coups de fouet, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là où Albert a réagi différemment de ses petits camarades. Puisque quand les autres enfants sont plutôt en train de chialer ou à crier de douleur, eh bien lui, il trouve ça plutôt kiffant, voire même excitant. D'ailleurs, il a carrément des érections quand il voit ses copains se faire frapper ou même quand il se fait lui-même taper. Ah ouais, il était clairement pas net le gosse. Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Le truc, c'est qu'on ne saura jamais si c'est toute cette violence qui a déclenché son sadomasochisme. Autrement dit, donc du coup, son attirance pour la douleur. Pour la sienne et celle d'autrui. Ou si c'était déjà en lui et que ça a juste réveillé cette pulsion, quoi. Mais bon, disons que clairement, ça n'a sans doute pas aidé. Il me semble que j'ai toujours aimé ce qui fait mal. Et ça ne s'arrête pas là, puisque quand Fish rentre chez sa mère, à l'âge de 9 ans, il est de nouveau confronté à de la violence. Parce qu'en effet, son frère, Walter, a une fâcheuse tendance à lui montrer beaucoup de contenu pornographique. Mais surtout, il lui raconte tout un tas d'histoires plutôt glauques. Ça va, c'est plutôt tranquille. En fait, pas vraiment, non. Puisqu'on parle quand même d'histoires sur des tribus autochtones qui pratiquent le cannibalisme. Et oui, là vous voyez peut-être le truc venir. En fait, notre cher Albert a depuis probablement cette période-là une fascination pour le fait de bouffer des gens. Et ça ne le quittera plus jamais. Et puis les années passent, et quand ce petit Albert a 12 ans, eh bien il rencontre un jeune homme qui va le plonger un peu plus dans les pratiques extrêmes, notamment sexuelles. C'est ce dernier qui va l'initier à l'urophilie ou même à la coprophagie. Oui, tout à fait. Autrement dit, des pratiques intimes qui incluent le pipi et le caca dans les ébats. Ah ouais, donc toujours plus le gars, quoi. Voilà, c'est ça. Le caca, c'est délicieux. C'est comme si Albert cherchait constamment à dépasser ses limites, en allant toujours un peu plus loin dans les pratiques hardcore. Là, on est clairement sur du BDSM et compagnie, voilà. En fait, toute sa vie sera marquée par la violence, à tel point qu'il sera aussi adepte de l'automutilation et de l'autoflagellation. Et ça ne va clairement pas s'arranger, quand il va comprendre qu'il peut aussi faire ça aux autres. À 20 ans, Albert Fish
s'installe à... Qu'est-ce que je fais moi? Non, à 20 ans, Albert Fish s'installe à New York. Et tous les week-ends, il passe tout son temps libre dans les bains publics et les piscines municipales pour mater les mecs qui se déshabillent. Mais aussi pour faire du repérage d'enfants. Comment ça, du repérage? Eh bien, en gros, le gars vient faire son marché puisque à cette période, Fish a des pulsions sexuelles très fortes. Et il vient commencer à capturer des gamins pour... je vais pas vous faire un dessin. Donc en gros, il est violé, mais c'était pas tant le sexe avec eux qui l'intéressait, mais plutôt le fait de leur faire du mal. Sauf que plus le temps passe, plus son célibat commence à faire tâche. Et sa mère décide de le marier à 28 ans, avec une jeune femme du nom d'Anna. Et contre toute attente, le couple va tenir pendant plus de 20 ans. Et il aura même 6 enfants. Alors pour se consoler de son mariage non désiré, Albert Fish va s'offrir une petite virée dans un musée de cire. Là clairement c'est pas le musée Grévin, mais plutôt un lieu où on peut trouver tout un tas d'organes dans des bocaux, ou même des moulages en cire. Et Fish va alors tomber sur une reproduction de dissection de pénis. Et il va se dire, tiens, si je me mettais à la castration. Et du coup, il aura très vite l'occasion d'essayer avec son nouvel amant, Thomas Beden, un jeune homme de 19 ans. Puisque du coup, vous l'aurez compris, Albert, il aimait plutôt les jeunes et les garçons. Et donc, pendant plus de 3 semaines, ils vont s'adonner à divers pratiques sadomasochistes ensemble. Et un jour, Fish va s'armer d'une paire de ciseaux avec l'intention de couper l'atope de son partenaire. Je lui coupe la bite. Mais devant la souffrance du gars, Fish va s'arrêter et même s'enfuir. Et c'est aussi à ce moment-là qu'Albert va développer une nouvelle passion, l'envoi de lettres érotiques. En effet, Albert aimait beaucoup écrire des lettres obscènes. Il était fasciné par l'idée de choquer avec ses écrits. Il pouvait aussi bien envoyer des courriers à des inconnus, comme par exemple à une femme noire qui avait répondu à sa petite annonce pour trouver une femme de ménage, et à qui il racontait tous ses fantasmes qu'à des membres de sa famille. Ouais, alors du coup, apparemment, le gars n'avait pas trop de problème avec l'inceste, au vu des trucs très sales qu'il balançait dans les lettres adressées à sa petite fille. Et c'est d'ailleurs en retrouvant certains de ses courriers qu'on a eu la preuve que Fish était passé à l'étape supérieure. Alors, on ne sait pas trop quand Fish a commencé à tuer, puisque c'était un menteur pathologique, donc voilà, difficile de discerner le vrai du faux dans ses témoignages. Mais une chose est sûre, c'est que son premier meurtre connu remonte à 1924, alors qu'il avait 54 ans. Le 14 juillet 1924, le corps sans vie du petit Francis McDonnell est retrouvé dans un bois de Staten Island. Peu de temps avant, des voisins l'avaient aperçu avec un vieux monsieur tout gris. Alors que le petit garçon a été étranglé avec ses bretelles et battu à mort, on écarte très vite la piste d'un meurtrier âgé au vu de la violence du meurtre. Le Greyman ne sera jamais retrouvé. Et puis 3 ans plus tard, Fish réitère l'expérience en capturant Billy Gaffney, alors âgé de 4 ans. Mais c'est l'enlèvement d'un autre enfant 4 ans plus tard qui marque un tournant décisif dans sa carrière meurtrière. En fait, tout commence par une petite annonce publiée dans le journal par un certain Edward Budd, qui cherche un taf à la campagne. Quelques jours plus tard, Albert se présente à l'adresse donnée sous le nom de Frank Howard, propriétaire d'une ferme. C'est évidemment un gros mytho, mais Fish y voit une parfaite occasion de dégoter un nouveau joujou sexuel. Sauf qu'en voyant le grand gaillard qui est Edward, Albert se dit qu'il va se faire éclater la gueule en 2 secondes. Parce qu'il a quand même là, à ce moment-là, 58 ans. Il est plus non plus ultra vigoureux, tout ça quoi. Mais c'était sans compter sur la présence de la petite sœur d'Edward, Grace Budd, alors âgée de 10 ans. Puis devant ça, ce cher Albert Fish n'en peut plus, il se dit qu'il y a moyen de changer de plan et aussi de victime. Le plan est celui-là. À ce moment-là, il faut vous dire que du coup, Albert est avec la famille en question, donc avec le grand frère, Edward, la petite, et puis les parents et compagnie. Et lui, ce qu'il veut, c'est justement isoler la petite Grace. Et donc pour ça, il va inventer tout un plan machiavélique, et il va dire en fait qu'il a une nièce qui fête son anniversaire plus loin, ce qui est totalement faux. Et comme la fameuse nièce, qui n'existe pas, a le même âge que Grace, il lui dit « Tiens, mais vas-y, accompagne-moi, comme ça, du coup, tu pourras fêter l'anniversaire aussi. » Et donc après une longue hésitation, les parents acceptent que Grace se joigne à Albert, mais ils ne la reverront plus jamais. F-I-L-S-D-E-P-U-T-E. Parce que, en effet, Albert Fish a prévu d'emmener la gamine dans une maison abandonnée à l'extérieur de la ville, avec un projet plutôt concret, préparer un bon ragoût, mais avec de l'humain en base. J'aime bien les enfants, ils ont bon goût. On ne le dira jamais assez. De leur côté, le temps passe et la famille Budd s'inquiète de ne pas revoir leur fille. Et ils se rendent donc à la police. Sauf que comme Albert s'est présenté sous une fausse identité, les policiers auront beaucoup de mal à remonter sa piste. Et en effet, puisque c'est au bout de 6 ans qu'Albert fera à nouveau parler de lui en envoyant une lettre à Delia Budd, la maman de Grace, où il lui raconte comment il a torturé sa fille avant de cuisiner ses fesses en rôti.
Il est complètement malade. Alors oui, je pense qu'il y avait un petit problème dans les connexions neuronales de ce cher Albert, hein, clairement. Mais heureusement, il y a quand même une justice puisque c'est l'enveloppe utilisée pour la lettre qui permettra de retrouver sa trace. Et en gros, Fish n'a pas fait gaffe, mais sur l'enveloppe, il y avait un logo d'une association et en remontant cette piste, les enquêteurs ont fini par retrouver l'ancien appart de Fish. Sauf que comme le gars passait son temps à déménager, il n'était pas là à ce moment-là. Mais le hasard a voulu que Fish attende un chèque et doive retourner sur place. Et donc c'est comme ça que la police a réussi à le choper. Et s'il attendait pas son chèque, il aurait pu continuer des années. Alors très vite, Fish avoue avoir envoyé ces lettres obscènes, mais il nie encore toute implication dans les meurtres. Mais les preuves commencent à s'accumuler. Et surtout, les témoignages affluent un peu partout dans le pays, l'accusant toujours un peu plus. Bref, ça devient quand même compliqué pour Fish de fuir les tribunaux, vu qu'il est accusé de meurtre et d'enlèvement dans plusieurs États américains. Et donc le 11 mars 1935, alors qu'il est âgé de 65 ans, le procès d'Albert Fish s'ouvre en grande pompe. Et on peut dire que pendant ces 10 jours, c'était quand même le bordel. Parce que en gros, tout s'est joué sur une seule question, est-ce qu'Albert était fou ou non? Comment ça? En fait, si les jurés décrétaient qu'Albert Fish avait des troubles mentaux, le verdict le conduirait sans doute en asile psychiatrique. En revanche, s'il était décrit comme sain d'esprit, c'est plutôt la chaise électrique qui l'attendait. Et c'est pour ça que son avocat, Jack Dempsey, lui a demandé de plaider la folie et qu'on a fait appel à plusieurs psychiatres pour analyser le profil d'Albert et voir si il était vraiment taré ou pas On s'est intéressé un peu plus à la vie de Fish et notamment à sa famille. On a découvert que sur 2 générations, 7 membres de la famille de Fish ont connu des troubles mentaux, comme sa mère qui avait des hallucinations auditives ou même son oncle qui avait une psychose religieuse et qui est mort en hôpital psychiatrique. Ouais, c'est pas parce que t'es tueur en série que ton daron l'est aussi, hein. C'est complètement con. Ah oui, effectivement, t'as raison. C'est pas parce que tu bouffes des gamins neurotiques que tes enfants le feront aussi, Mais à l'époque, en fait, on pensait beaucoup que les troubles mentaux se transmettaient de façon héréditaire. Et si aujourd'hui, on sait que c'est quand même plus complexe que ça. C'est là-dessus que l'avocat va jouer. Parce qu'en effet, si Fish entend des voix divines qui lui demandent de tuer des gosses, c'est uniquement parce qu'il a hérité des soucis mentaux de sa famille. Et donc, qu'il n'a aucune conscience du mal qu'il fait. Et puis à côté de ça, son avocat, Dempsey, va insister sur le fait que Fish avait un goût prononcé pour la violence, l'automutilation, mais aussi pour les repas à base de merde, de pisse et de gigots d'enfants. C'est dégueulasse. Et à ses yeux, c'est quand même beaucoup de preuves qui justifient quand même la folie du bonhomme. En soi, il a pas tort, hein. Il était clairement starbé, ce mec. Oui et non. En fait, si les psychiatres ont reconnu ses perversions sexuelles, ils ont surtout conclu qu'il était parfaitement adapté socialement, qu'il ne souffrait pas de psychose et surtout, qu'il avait pleinement conscience de ses actes. Responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. Puis je rappelle quand même aussi qu'il a été marié, il a élevé aussi 6 gamins, et puis dans la vie, il était peintre, donc tout ça semblait plutôt réglo, on va dire. Globalement, pour lui, ça se passait très bien dans sa vie sociale, On ne pouvait pas détecter qu'il était starbé, comme tu dis. Finalement, le verdict tombe, Fish est reconnu coupable et sera condamné à mort. Donc du coup, ça veut aussi dire qu'il était reconnu comme non fou. Et si au début, il se montrait plus volontaire pour donner son corps à la science en tant que cobaye humain, histoire de kiffer jusque dans la mort, il finira par accepter la chaise électrique en précisant « Ce sera le plaisir suprême de ma vie, le seul que je n'ai pas encore essayé. » Et donc, Fish sera exécuté le 16 janvier 1936, laissant derrière lui des années de souffrance pour toutes ses victimes. Sauf qu'encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement combien de personnes Albert Fish a tué. Alors si on en connaît officiellement 4, Fish dit en avoir tué et violé plus d'une centaine. Et certains de ses psys pensent même qu'il aurait pu aller jusqu'à 400 victimes. Ça fait quand même une sacrée fourchette entre 4 et 400. C'est effectivement l'alarme qui l'a dit. Parce que, en fait, Fish s'attaquait essentiellement à des petits handicapés ou à des enfants afro-américains, partant du principe qu'on s'en foutait un peu. Et en même temps, il avait pas tout à fait tort, puisque la police s'investissait davantage quand c'était une petite fille blanche qui disparaissait, plutôt qu'un petit enfant noir. Alors, qui sait, en réalité, combien d'enfants ont croisé un jour la route d'Albert Fish et ont disparu à tout jamais? L'alarme nous le dira, ou peut-être pas.